Hey, salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Histoire de la haute couture. Sache que je publie ce type de vidéo tous les mercredis. C'est l'histoire de la haute couture chronologiquement. On est parti de comment est née la haute couture et on va aller jusqu'au créateur de nos jours. Tous les vendredis matins, je publie l'histoire de ma marque, les behind the scenes, etc., les valeurs, tout ça. Et le samedi matin, je publie une nouvelle illustration que j'ai créée pour ma marque. C'est une illustration que j'ai créée, ou alors une illustration que j'ai reprise pour en changer la couleur tout simplement et créer un nouveau produit. Voilà. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une créatrice qui a vécu avec fougue, qui n'a eu que faire des critiques qu'on a pu lui apporter à propos de sa vie sentimentale, qui se veut indépendante jusqu'au bout des ongles et qui a imposé un style et une couleur qui n'était jusque-là peu présente. On va parler donc de Gabrielle Chanel, c'est parti. Elle naît en 1883 à Saumur d'un père camelot, donc ça veut dire c'est un marchand qui vend des objets à bas prix, et d'une mère couturière. Cependant, sa mère va décéder lorsqu'elle aura 12 ans et son père va la déposer avec sa sœur dans un orphelinat. C'est dans cet orphelinat qui est au sein d'une abbaye qu'elle va apprendre à coudre. Gabrielle Chanel va ensuite s'inscrire chez les dames chanoinesses afin de perfectionner ses techniques de couture. On peut voir aussi qu'elle se fait appeler Coco, tout simplement parce qu'en fait, elle chante Qui a vu Coco dans le Trocadéro, dans des grands cafés, afin de se faire connaître tout simplement. En 1910, elle va ouvrir sa première boutique de chapeaux, et en fait, elle va tout simplement acheter des chapeaux et les décorer à sa manière avec un style très épuré. Ça va beaucoup plaire et elle va pouvoir ainsi embaucher rapidement. Elle ouvre ensuite son salon de modiste à l'adresse 21 rue Cambon à Paris. En 1913, elle va créer une boutique à Deauville qu'elle va ouvrir chaque été pendant 2 ans. En 1915, soit un an après la Première Guerre mondiale, qui a lieu de 1914 à 1918, elle va ouvrir sa 3e boutique et sa maison de couture à Biarritz. Le style de Gabrielle Chanel. Les femmes vont donc se mettre à travailler pendant cette époque et Gabrielle Chanel va répondre à leurs besoins. Elle va donc créer des vêtements simples, sobres et pratiques afin qu'elle puisse se mouvoir sans souci. Coco Chanel, lorsqu'elle a créé ses premiers vêtements, elle les a créés pour elle-même, donc avant la création de sa maison. Et elle les créait notamment puisqu'elle en avait besoin. Elle s'est mise donc à faire du cheval et elle ne montait pas en Amazon. Elle montait donc comme les hommes et elle a donc créé ses premiers pantalons pour pouvoir monter à cheval. Elle va donc s'inspirer de ce domaine sportif, mais aussi elle va s'inspirer donc de la mode masculine, bien entendu. Elle va ainsi créer des vêtements en jersey pendant la guerre puisqu'il y a très peu de tissu. Et elle va être avant-gardiste pour cela. Le jersey, c'est un tissu extensible et d'habitude donc consacré pour le milieu sportif et qui tient chaud. C'est une matière donc agréable qui n'est pas commune à l'époque pour les vêtements de tous les jours. Et elle va aussi créer des robes avec et donc ça va être un peu la révolution à ce niveau-là. Elle va ainsi proposer donc les chandails, les premiers pantalons, les robes courtes aux genoux et les tailleurs, pareil avec des jupes s'arrêtant aux genoux. Elle va aussi proposer les gilets et les chapeaux cloches. C'est donc un style très épuré qu'elle souhaite incarner. Son style va être largement critiqué par Paul Poiret, qui, on l'a vu, avec sa mode flamboyante, est totalement à l'opposé. Vous pouvez voir la vidéo juste là si vous ne l'avez pas vue encore. En 1918, elle commence à posséder la maison la plus importante, la plus imposante de l'époque, avec 300 ouvrières. Et en 1921, elle va acquérir le 27, 29 et 31 de la rue Cambon. Elle va aussi créer ses propres entreprises de tissus à cette date-là. Il faut savoir que les relations avec les hommes l'inspirent et elle va créer ainsi, donc en 1921 toujours, son premier parfum, le Chanel numéro 5. En fait, quand je dis que les relations avec les hommes l'inspirent, c'est parce que la bouteille va être inspirée des flasques de vodka
russe et qu'elle a eu une relation avec un russe, tout simplement. Et donc, elle aime ce côté épuré toujours qui est bien présent sur cette bouteille, comme on peut le voir. Elle a intitulé le numéro 5, puisque on lui a proposé, alors je sais pas si c'est 5 bouteilles, donc 5 voilà flasques, ou 5 senteurs pour ce parfum. Mais en tout cas, elle a choisi le 5e. Et cette même année, en mai, donc le 5e mois de l'année, elle proposait une collection de robes et elle a décidé que pour lui porter chance, elle allait l'appeler ainsi. Il faut savoir donc que ça a été un succès mondial, que c'est l'un des parfums les plus vendus au monde, notamment parce qu'elle s'est associée à la marque Bourjois et donc aux frères Werthemer. Et c'est eux qui ont possédé ainsi tout le côté commercial et 70% des ventes. Les frères Werthemer possèdent dès 1924 70% des ventes et aujourd'hui la totalité. En 1923, à une robe en mousseline qu'elle a créée pour une collection, donc elle va insérer un camélia à la ceinture et ça va devenir à partir de cette date-là l'emblème de la maison. Alors pourquoi c'est devenu l'emblème de la maison et surtout pourquoi Gabrielle Chanel aime tant cette fleur? Elle aime beaucoup cette fleur puisqu'en fait à 13 ans elle a vu le spectacle La Dame aux Camélias qui lui a beaucoup plu. Elle s'inspire aussi, comme on sait, des hommes et les dandys de l'époque portent une fleur à la poche de leur veste. C'est aussi une fleur qu'elle a tout d'abord portée pour elle, c'est-à-dire qu'elle a mis à des ceintures, elle a mis en chapeau et c'est ainsi que petit à petit elle s'est dit ok, je vais la mettre dans mes collections aussi. En 1925, elle crée son logo qui peut avoir différentes significations. On n'est pas sûr de laquelle exactement, si c'est coco ou si c'est aussi par rapport à l'abbaye byzantine où elle était avec les vitraux, ou encore à Boy Capel, son amour qui a duré 10 ans. Et donc de coco, enfin voilà, il y a différentes possibilités. Bref, elle a créé son logo en 1925. En 1931, elle fait porter ses vêtements par des actrices à Hollywood parce qu'elle a conscience que c'est comme ça qu'elle va pouvoir imposer sa mode. En 1932, elle va créer sa première collection de bijoux de haute joaillerie demandée par la Guilde internationale des bijoux. Cette nouvelle va totalement retourner les bijoutiers de Place Vendôme, la considérant pas légitime. Cependant, donc ça a été créé en 1931, comme je disais, et en 1933, il va vraiment y avoir une partie de la maison de Chanel dédiée à la création de bijoux. En 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale qui dure 6 ans jusqu'en 1950, elle ferme son entreprise, elle licencie ainsi 4000 salariés et il ne lui reste alors que l'activité de parfumerie qui lui rapporte 10%. Dior arrive en 1946, soit 36 ans après la date de sa première boutique de modiste pour Chanel. Et sa mode est totalement à l'opposé de celle de Chanel. Sa mode va venir donc à nouveau marquer la taille et puis mettre en avant la poitrine. Ça ne plaît pas du tout à Chanel qui, elle, veut casser les codes et puis donc ne pas du tout marquer les attributs féminins. Et elle va donc décider de rouvrir sa maison en 1953. Il est néanmoins nécessaire de remettre en état les appartements du 31 rue Cambon. Elle va donc ouvrir à nouveau début 1954 en février. Et elle va revenir avec une veste souple en tweed qui ne sera cependant pas bien appréciée du public français, mais qui va beaucoup se vendre aux États-Unis. Les particularités du tailleur en tweed sont les suivantes. C'est un tailleur qui n'est pas près du corps, puisque Gabrielle n'aime pas marquer la taille. C'est un tailleur qui va porter une petite chaîne d'aplomb à l'intérieur afin que ses vestes tombent bien puisque son tissu reste souple comme on sait. Elle aime que la femme se sente libre. C'est aussi une veste dont les manches, la fabrication des manches est peu commune. Elle possède aussi une fente. Les bords donc de la veste possèdent des ganses. Des ganses, ce sont des genres de petites tresses
qui sont faites de fils, qui vont venir ennoblir le vêtement, lui apporter plus de valeur, un côté plus riche. Et le corset ou la chemise qui est portée en dessous, éventuellement avec un col Claudine d'ailleurs, eh bien est de la même couleur que la doublure de la veste. Il faut savoir aussi donc que cette tenue de tailleur est portée avec une jupe qui s'arrête au niveau des genoux. Ce look finit par être prisé et symbole d'élégance mais aussi d'intemporalité. Il faut savoir qu'ensuite, elle va vendre à Gabrielle Chanel, donc aux frères Wertheimer, toute la direction, enfin quand je dis la direction, toute la gestion plutôt de son entreprise et elle va rester justement à la direction. En février 1955, elle va créer le sac 2.55 en référence donc 2 au mois de février et 55 à 1955. Et c'est un sac matelassé qui va venir libérer la femme puisque il se porte à l'épaule. Et on va y retrouver donc pour la bandoulière eh bien la chaîne que l'on voit à l'intérieur des vestes tout simplement. En 1957, elle va aller à Dallas et remporter l'Oscar de la mode. Il va y avoir aussi 2 autres événements importants. Le second, c'est celui de Marilyn Monroe, où elle dit ne porter avant de dormir uniquement quelques gouttes du parfum numéro 5, ce qui va accentuer la renommée de Chanel et les ventes donc du parfum. Et le troisième élément, c'est la création des chaussures bicolores, beige pour allonger le corps de la femme et noir pour ne pas salir les chaussures et donner un aspect plus petit aux pieds. Mais bon, en soi, elle utilisait donc beaucoup de beige, de blanc et de noir pour ses tenues et ça va aussi aller avec ses tenues. Elle nous a pas fait du fuchsia. En 1958, Christian Dior décède et alors elle est vue, comme je cite, l'influence majeure de la mode. En 1960, le tailleur en tweed va alors conquérir le cœur des célébrités tels que Anouk Aimée, Jackie Kennedy, mais aussi Romy Schneider. En 1968, elle choisit alors son prédécesseur puisqu'elle sent que elle va pouvoir mourir puisqu'elle a 85 ans. En 1971, eh bien, elle décède et c'est alors Yves Saint Laurent qui prend la suite de la création. Cependant, je n'ai pas trouvé pour combien de temps. En 1983, c'est Karl Lagerfeld qui va prendre la suite de la direction artistique pendant 32 ans et qui va vraiment donner un coup de boost à la maison. Il va aussi mettre plus de couleurs aux tenues que le faisait Gabrielle Chanel. En 1987, la création des montres a lieu. Et en 2019, eh bien, Karl Lagerfeld décède et est donc remplacé par Virginie Viard, qui travaille au sein de la maison depuis 30 ans et est le bras droit et le bras gauche de Karl Lagerfeld. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de la haute couture chronologiquement et donc plus particulièrement de Coco Chanel t'a plu. C'est une histoire assez incroyable en fait puisqu'elle a été créée par une seule personne. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une entreprise tout simplement qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc je trouve ça complètement dingue puisque c'est une entreprise qui connaît beaucoup de succès. J'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites me retrouver, eh bien ce vendredi il y a une vidéo sur l'histoire de ma marque, sur donc les valeurs, les behind the scenes, etc. Et samedi, il y a une vidéo sur la création d'une nouvelle illustration de mode pour mes produits, qui sont donc des coques de téléphone et des art prints. Et donc la vidéo Histoire de la haute couture revient tous les mercredis, c'est l'histoire de la haute couture chronologiquement. On part donc de comment est née la haute couture au créateur de nos jours. Donc voilà. Allez, à bien, moi je te dis à vendredi prochain, bye.